Allez, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque dimanche à 13 h et chaque mardi à 22 h 20 dans l'émission On est sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette semaine. Ce numéro reçoit un seul invité à qui nous allons consacrer les 90 minutes d'émission, Nathaniel Olympio. Il est le président par intérim du Parti des Togolais. Il a été élu il y a quelques jours en remplacement de son frère, il faut le dire comme ça, Alberto Olympio. Nous ferons avec lui le point sur la situation justement de son frère Alberto Olympio qui, vous le savez, a été condamné à 60 mois de prison dans une affaire de détournement de fonds et à plusieurs milliards de francs CFA d'amende. Quel va être son avenir, d'autant plus qu'il a saisi la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et puis quel sera l'avenir même du Parti des Togolais. Ensuite, nous recueillerons son avis sur les questions d'actualité, notamment la visite de Manuel Valls au Togo. La nomination de délégations spéciales est une manière d'enterrer les élections locales. Nous parlerons également des retraits de plusieurs pays de la CPI. Nous verrons le cas du Bénin, Sébastien Javon qui vient d'être libéré. Est-ce une affaire de justice ou une affaire politique? La Côte d'Ivoire avec le référendum qui a donné un oui massif à la constitution voulue par Alassane Ouattara et puis les États-Unis qui votent ce mardi pour un nouveau président de cette grande nation. Voilà les sujets dont nous allons discuter. Alberto Olympio, bonsoir. Nathaniel Olympio. Nathaniel Olympio. Vous faites bien de me corriger parce qu'on était tellement habitués. Vous l'avez fait exprès, ça. Nathaniel Olympio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc, je viens de le dire, le président par intérim du Parti des Togolais. Vous avez été élu à ce poste il y a quelques jours. D'abord, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous vous avons déjà eu il y a plusieurs mois de cela et vous venez avec une nouvelle casquette dans ce rôle que vous venez de recevoir. Quels sont vos premiers sentiments que vous pouvez livrer sur notre chaîne? Merci de m'inviter. Je pense que la première chose qu'il faut souligner dans cette évolution de nos structures, c'est que Alberto a voulu respecter un certain nombre de principes que le Parti des Togolais s'est doté en août 2014 lorsque nous avons organisé le premier congrès ordinaire du Parti des Togolais. Et nous avons adopté à cette occasion différents textes, dont la charte éthique du parti, et la charte déontologique, les statuts du parti, et un certain nombre de textes que nous avons retenus ce jour-là pour conduire le parti avec des règles claires, définies et acceptées par tout le monde. Et donc, je suis heureux de voir que ces textes ont été entièrement respectés par Alberto, qui a décidé, tout seul, sans aucune contrainte, de se mettre en retrait de son poste de président du Parti des Togolais, et comme on le recommande, comme l'exigent nos textes, et d'une part, et d'autre part, la manière dont le changement a été opéré, tout cela est déjà défini dans nos statuts. Et un comité national, un conseil national a été convoqué, et les délégués sont venus de tous les partis, toutes les régions, les préfectures du Togo. Nous nous sommes réunis, il y a eu des débats, on a pris acte avec regret du retrait d'Alberto, on a procédé à un vote et un des nôtres a été choisi. Notamment vous. C'est une responsabilité comment vous l'appréhendez? Je pense que d'abord, c'est une marque de confiance que je mesure à sa juste valeur, venant de la part des délégués, d'une part, et d'autre part, c'est aussi le constat à faire par les délégués de la manière dont le cabinet s'est toujours investi dans la tâche qui est la sienne, et nous avons toujours travaillé en équipe. Bien entendu, dans une équipe, à un moment donné, il faut désigner un pour représenter tout le monde. Eh bien, c'est ce qui a été fait. Mais il faut souligner que le Conseil national a quand même tenu à mettre en place une structure, un directoire, composé de différents cadres du parti pour accompagner le président par intérim dans la mise en œuvre des responsabilités qui lui ont été confiées. Alors quand vous avez dit tout à l'heure qu'Alberto Olympio s'est retiré conformément au test du parti, ça veut dire qu'il y était un peu obligé? La charte éthique, c'est un ensemble de recommandations, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de pratiques qui ont été définies dans ce document. Et il est arrivé qu'Alberto, comme vous le savez,
a eu à faire face à un procès grotesque, un verdict ubuesque. Et ben, il faut qu'il se défende, il faut qu'il lave son honneur. Et donc, pour laisser l'intégrité de la fonction qu'il incarnait, et c'est ça qui est important, pour laisser à la fonction qu'il incarnait toute son intégrité, eh bien, notre éthique lui imposait, lui recommandait fortement de se mettre en retrait, et c'est ce qu'il a fait de plein gré. Alors, vous, on ne peut pas se le cacher, vous êtes le grand frère d'Alberto Olympio. Est-ce qu'on pouvait choisir autre personne que vous? Il y a eu plusieurs candidats. Il y a eu une élection démocratique. Et tous les délégués qui ont participé à cette élection, tout le monde a apprécié la manière dont ça s'est déroulé, comment le choix a été opéré. Et donc, je pense que l'appréciation que font les délégués qui ont participé à cette élection, c'est ce qui doit être la même appréciation de tous ceux qui observent de loin, qui ne sont pas membres du parti, qui n'ont pas vu comment les choses se sont passées durant cette élection. Donc c'est la satisfaction de ces délégués qui conforte la démocratie interne que nous sommes en train de mettre en œuvre. Vous savez, c'est une pratique qui n'est pas très répandue sous nos cieux. Donc nous revendiquons quelque chose pour l'ensemble de notre nation. Au Parti des Togolais, nous nous attelons à mettre cela en œuvre au sein de notre parti, et c'est ce qui a été fait. Et je m'en félicite, et je félicite tous les délégués qui ont participé à cette élection avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Alors quand nous avons annoncé sur la page Facebook votre passage dans cette émission, il y a un certain nombre de questions qui sont revenues. Donc au fur et à mesure que le débat va évoluer, oui, lorsque un sujet va s'y prêter, je vous lirai ces questions auxquelles vous répondrez. Il y a Jules Sankara Lawson qui demande sur Facebook au RPT Unir. C'est une expression que j'avoue j'aime pas beaucoup parce que c'est unir maintenant. Un Nyasingbe est parti et un autre est venu. Au Parti des Togolais, un Olympio est parti, un autre est venu. Est-ce qu'on peut dire que les deux partis pratiquent l'alternance dans la continuité? C'est dommage que c'est sur Facebook, sinon je lui aurais posé la question s'il était sérieux dans sa question. Non, je crois que nous sommes dans un pays où personne ne peut interdire à un citoyen togolais de s'engager dans une vie politique. Mais c'est un peu, je dirais, désobligeant de la part de cet internaute de poser cette question en faisant ce parallèle-là. Vous savez, ça y ressemble un peu. Au parti, non, vous avez tort de dire ça, parce que vous ne regardez pas la profondeur des choses lorsque vous dites cela. Je pense que ce que nous, au Parti des Togolais, nous avons essentiellement reproché à cette forme de succession, ça n'est pas le nom. Et si vous vous souvenez bien, regardez toutes vos archives, toutes les déclarations que nous avons faites, jamais nous n'avons mis en lumière le fait que telle personne portait ce nom ou telle autre personne portait ce nom. Mais ce que nous avons toujours dénoncé avec beaucoup de vigueur, et nous n'arrêterons pas de le faire, c'est la manière, c'est le coup de force, c'est le coup d'État. Ça, ce sont des choses que l'on doit combattre avec toute l'énergie. Pas le nom des personnes, pas le patronyme. Vous savez, il y a une attention particulière que nous devons porter à un certain nombre de considérations. Et la question du patronyme fait partie de cela. Il y a des exemples autour de nous. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est une question de patronyme. Et quand on commence à porter des jugements de valeur sur les personnes par le nom qu'ils portent, eh bien, demain, tiens, il y a un jeune cadre de notre parti qui disait que, eh bien, si ça continuait comme ça, un jour, les gens décideraient de fonctionner comme Hérode avait fait à l'époque. Ça m'a fait sourire son expression. Mais c'est pour traduire le fait que il est très dangereux de s'appesantir sur le patronyme des gens au lieu de regarder les actes que les gens posent. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Surtout lorsque nous parlons de notre pays, c'est ce que nous disons au sujet de notre pays. C'est ce que nous faisons pour notre pays. C'est ça qui a de l'importance et non le patronyme que l'on porte. Alors, vous étiez pendant tout ce temps directeur de cabinet d'Alberto Olympio avant d'être maintenant président par intérim. Lorsque, à l'issue de l'élection, vous avez vu votre nom sorti, est-ce que vous vous êtes dit c'est normal? Non, je pense que ça va de soi. Je pense qu'il faut toujours accepter la responsabilité que les militants d'un parti décident de vous confier.
c'est d'abord une marque de confiance. C'est aussi une marque de reconnaissance de votre capacité à assumer la fonction que l'on met entre vos mains en ce moment-là. Donc, c'est un challenge, c'est un nouveau challenge qui vous est confié. Il faut le relever et il faut faire honneur à cette responsabilité-là. Il faut porter encore maintenant, plus qu'avant, les couleurs du parti très haut. Et c'est à cela que non seulement moi, mais avec l'équipe qui a été mise en place, le directeur qui a été mis en place et l'ensemble des militants, c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les mois qui viennent. Mais dans le plan du parti, vous ne vous êtes jamais dit qu'un jour ça allait arriver comme ça, parce que le président Alberto Olympio était aux commandes, c'est lui qui dirigeait jusqu'à ce qu'il ait s'est démêlé avec la justice. Est-ce qu'aujourd'hui le parti maintient le cap? Je crois qu'il est bon que tous les citoyens togolais sachent que l'engagement qui a été pris par le Parti des Togolais, et notamment à travers le livre qui avait été publié par Alberto, Je prends le Parti des Togolais, et tout reste intact. Rien n'a changé. Et c'est dans ça que nous sommes engagés. Et si vous avez bien noté le communiqué final qui a été lu, le parti nous a donné des objectifs précis qui ne sortent pas de ce qui avait déjà été défini en janvier 2016 lorsque nous avions fixé notre feuille de route pour cette année. Donc, nous ne réinventons pas la roue. Nous sommes engagés dans une vision et cette vision qui a été préconisée compte tenu de l'environnement dans lequel nous vivons, eh bien, l'environnement n'a pas changé. La vision, elle reste encore intacte et c'est à cela que nous sommes en train d'œuvrer. Est-ce qu'on va voir une touche Nathaniel? Il y a toujours les individus, mais ce qui est important, c'est la vision. C'est de garder le cap de la vision et de fonctionner selon ce que tous les délégués ont décidé pour le parti et il faut agir en conformité. Maintenant, les sensibilités des uns et des autres, c'est tout à fait naturel. Alors, tout le monde sait que cela est arrivé à la suite de la condamnation d'Alberto Olympio, je viens de le dire, à 60 mois de prison et plusieurs milliards de francs CFA d'amende. D'abord, quelle est votre réaction à cette condamnation? D'abord, il aurait suffi de suivre le déroulement de toute cette procédure pour se rendre compte que ce qui a été dit au final était prévisible depuis le début. Il ne faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Si l'on s'est donné autant de mal à piétiner les procédures, à mettre l'image de notre justice en difficulté de cette manière-là, c'est dans un seul et unique but, c'est ce à quoi leur verdict est arrivé. Donc, nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes tout de même préoccupés. Préoccupés parce que nous avons dans notre corps judiciaire un certain nombre de personnes qui se permettent un certain nombre d'actes graves qui sont posés et qui semblent le faire en toute impunité. Et ça, c'est dangereux pour notre démocratie parce que là où il n'y a pas de justice, on ne peut pas rêver avoir une démocratie, avoir un développement. Notre justice, parfois, par certains magistrats, se comporte comme une justice de prédation et qui écrase le citoyen, qui piétine ses droits et qui ne lui laisse aucune issue que le plaisir des magistrats de voir un citoyen derrière le barreau. Et cela, ça n'est pas une situation qui est acceptable pour un pays qui se veut aujourd'hui moderne, qui se bat pour polir son image à l'extérieur. On ne peut pas accepter ces pratiques-là. Vous savez, on a quand même mis en cause des hauts magistrats. On a porté des accusations très fortes contre ces magistrats. Eh bien, plusieurs mois après, on a comme l'impression que ça ne dérange personne. Et les personnes concernées n'ont même pas l'air de s'inquiéter outre mesure. Dans quel pays sommes-nous? On marche sur la tête. Voyez-vous, ça a l'air d'être une situation qui paraît finalement ordinaire au Togo. Mais je peux vous assurer que c'est vu d'un œil très grave en dehors de nos frontières. Et les Togolais, je pense, ne permettront pas que ces situations perdurent davantage. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il s'agit de votre frère que vous parlez ainsi de la justice? Je peux vous rappeler que d'autres personnes ont subi les affres de certains magistrats et Nathaniel Olympio ne s'est pas empêché de s'exprimer sur les médias
pour prendre position sur le traitement qui avait été infligé à ces personnes-là. Donc ce n'est pas une question d'Alberto, c'est une question de droit, c'est une question de principe et c'est une question des citoyens togolais. Quand un seul citoyen togolais est malmené dans ses droits par des magistrats au sein de la justice, il faut toujours le dénoncer avec vigueur. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit pour Alberto, pour un tiers citoyen. C'est vrai que dans cette affaire, on a appris qu'il y a eu un non-lieu qui avait été prononcé dans un premier temps. Et après, on est revenu sur la même procédure pour retenir les 4 chefs d'accusation. Vous ne vous dites pas un peu que c'est peut-être parce que de nouvelles preuves ont été apportées? Ben, qu'on nous les montre, ces preuves, personne n'en a jamais parlé. Et d'ailleurs, vous faites bien de souligner ça. Le parquet a parfaitement le droit de changer d'avis. Mais il y a des conditions pour changer d'avis. Il faut qu'il y ait de nouveaux éléments, ce qui n'a pas été le cas dans ce dossier. Il faut que nous ayons une trace des différentes réquisitions qui ont pu être prises, les réquisitoires qui ont été transmis au juge d'instruction. Il faut qu'on puisse avoir trace de ces documents-là. Eh bien, lorsque un réquisitoire disparaît sans laisser de traces, alors que dans les registres du greffe, on en voit la trace, il y a là quelque chose d'extrêmement grave. Ça relève même du pénal. Ça relève même du pénal, une manipulation des pièces judiciaires de cette manière-là, de la part de hauts magistrats. C'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas faire comme si c'était un fait banal qui n'a aucune conséquence. Ça a une conséquence sur notre pays, parce qu'il y a des observateurs qui nous regardent, il y a des investisseurs qui voient comment les choses se passent dans notre pays. Ça salit notre pays. Voyez-vous? Donc, je pense que si la plainte portée par Alberto à ce jour n'a connu aucun effet, si toute l'interpellation qui a été faite à l'endroit du ministre de la Justice n'a connu aucun effet connu de notre part aujourd'hui, il y a quand même lieu de s'interroger, de se poser des questions sur le comportement d'un certain nombre de magistrats au sein de notre justice. Beaucoup se sont également demandé pourquoi le président Alberto Olympio n'est pas rentré pour affronter la justice. Quelle justice? Quelle justice? Vous venez d'évoquer vous-même les malversations qui ont été commises dans cette procédure-là. Si les choses sont transparentes, s'il y a une éthique, si les règles sont respectées, bien sûr qu'il faut les respecter. Bien sûr qu'il faut se présenter. Si vous vous rappelez, Alberto, au début de cette procédure, il a été le premier à dire qu'il ne voyait pas la main politique dans cette affaire, vous vous souvenez? Parce qu'il n'a pas voulu jouer à la victime. Ça n'est qu'au fil du temps et des événements qu'il a fait des constats et il s'est prononcé sur les curiosités qui se déroulaient dans ce dossier-là. Donc, il ne s'agit pas de se cacher derrière son engagement politique, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de se dérober d'une justice, mais il s'agit que notre justice soit une justice équitable pour tout le monde. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, de toutes les façons, il a déclaré sur une chaîne qu'il y a forcément une main politique derrière cette affaire, enfin une main du pouvoir derrière cette affaire. On a envie de se demander à quelle fin. Mais je pense qu'il faut poser la question aux gens qui, justement, font ce... Non, mais là, c'est Alberto Olympio qui a fait l'affirmation. Oui. Qui a affirmé que le pouvoir serait derrière ces Vous voyez-vous, un procureur de la République et un magistrat se permettent de poser les actes qu'ils ont posés s'ils n'avaient pas un parapluie quelque part? S'ils ne se sentaient pas en sécurité quelque part? Pensez-vous que ça aurait pu se produire? Mais à quelle fin? Est-ce que Alberto Olympio représente une quelconque menace pour le pouvoir aujourd'hui? Parce qu'on n'est pas dans une année électorale. Vous savez que Alberto, quand il est venu sur la scène politique, il a marqué la scène politique d'une certaine empreinte. Il a mené une bataille très forte pendant la campagne électorale. Et il a mis à nu un certain nombre de pratiques que toute l'opposition que nous sommes, nous l'avions toujours évoquée. Mais Alberto a été beaucoup plus loin, a creusé le fond des choses et a mis à nu la réalité de ce qui se passait. Vous pensez que ça fait plaisir à tout le monde? Que les choses se soient déroulées comme ça? Que Alberto ait pu mettre à nu ces pratiques-là? Je ne le pense pas. Et je ne suis pas certain que les gens voudraient que ces choses qu'il a dénoncées, qui sont toujours de cours aujourd'hui, on puisse les rééditer dans les prochaines occasions. Mais je pense que les gens
et se sont dit qu'en écartant Alberto, ben, tout va s'arrêter. Et c'est là qu'ils se trompent lourdement. Parce que ça ne fait que commencer. Justement, sur ce fait, avec cette condamnation, est-ce que lui-même, il n'a pas un autre regard sur le Togo? Est-ce qu'il garde cette détermination, cet engagement qu'il a au début, qu'il a fait mettre dans son livre, ou sa vision a changé? Oh, oui, il y a quelque chose qui a changé, effectivement. Il est encore plus déterminé que jamais. C'est cela qui a changé. Parce que je lisais récemment quelque part que le Parti des Togolais est un micro-parti. C'est sur le site Republic of Togo. J'ai souri parce que quand un très grand parti, considéré comme tel, se donne la peine et perd son temps à parler des micro-partis, je pense qu'ils auraient été mieux inspirés de faire autre chose. Mais enfin, je pense que le Parti des Togolais mène sa marche de manière sereine, de manière organisée, avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup de détermination. Et nous avons de la méthodologie dans ce que nous faisons. Je pense que tout ce qui est organisé, tout ce qui se fait avec une certaine rationalité, ça porte nécessairement des fruits. Ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que certains le voient de loin. Alors, sur le même sujet, hein, il y a Doni Aivi qui a posé sa question. Il dit: j'aimerais savoir si ce changement à la tête du Parti des Togolais signifie un exil forcé d'Alberto Olympio. Oh, je pense qu'Alberto lui-même, il a parlé de son retour au pays. Et Alberto n'est pas du tout exilé. Il va rentrer? Bien entendu, il va rentrer. Quand? Pourquoi ne voudrez-vous pas qu'il rentre? Quand est-ce qu'il va rentrer? Eh bien, le moment opportun, quand il sentira que les choses sont prêtes pour qu'il rentre, il va rentrer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, si Alberto n'est pas là, c'est simplement parce qu'on met devant lui une machine d'État, qui veut le broyer sans lui laisser l'opportunité de se défendre de manière équitable. Il faut que ces choses-là changent. Et nous devons nous battre pour que ça change. Nous devons nous battre pour que ce ne soit plus comme ça demain. Et c'est à cela qu'il s'attelle, là où il est aujourd'hui. Il continue à travailler davantage avec le Parti des Togolais. D'ailleurs, lors de notre Conseil national, Alberto a participé au Conseil national. Il a échangé avec les militants. Par vidéoconférence? Par vidéoconférence. Il a échangé avec les militants. Il a participé au vote comme tous ceux qui étaient également à l'extérieur. Donc, Alberto est plus déterminé que jamais. Et tous les militants sont déterminés. Et avec la vision du parti, nous irons toujours de l'avant. Mais j'ai eu l'impression que la réponse que vous venez de donner est comme un oui à la question posée. C'est comme c'est un exil forcé. Vous savez, Alberto n'a pas décidé de quitter le Togo pour abandonner la lutte. Pas du tout. Alberto est toujours engagé dans cette lutte qu'il a initiée. Et il est toujours présent et il a toujours la ferme volonté d'aboutir à une alternance, à un mieux-être des Togolais, à un environnement plus équitable, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, les conditions, les réactions de l'adversaire et les embûches dressées, bien sûr, peuvent amener à prendre des dispositions conformément à la réalité que nous sommes en train d'affronter. Mais cela n'enlève rien à notre engagement, à l'objectif que nous poursuivons et à la volonté d'y arriver. Et nous mettrons en œuvre, comme Alberto lui-même l'a dit également, et tout ce que nous avons, toute l'énergie que nous possédons pour que les choses puissent changer dans ce pays-là. Mais il y a quand même au Togo plusieurs personnes qui subissent les affres de la justice et qui sont là et qui affrontent. Et vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que les pas les moyens, eux, de quitter le territoire. Oui, mais vous pensez que c'est une bonne chose que les gens souffrent des affres de cette justice-là? C'est cela qu'il faut dénoncer. Et c'est cela contre lequel il faut se battre. Ce n'est pas parce que... vous pensez que si Alberto avait été ici en ce moment, on lui aurait laissé le soin de se défendre de manière équitable? Non. Non. Et non. Donc, je pense que nous ne devons plus, nous, ici au Togo, laisser notre justice prise en main, prise en otage par un certain nombre d'individus. C'est toujours cette minorité qui prennent en otage notre justice et qui en font ce qu'ils veulent au gré de leurs intérêts à un moment ou à un autre. Où est la paix du citoyen togolais? Où est la sérénité du citoyen togolais? Nous sommes tous avec une épée de Damoclès sur la tête. Et c'est cela auquel il faut mettre un terme. Mais là où il est aujourd'hui, est-ce qu'il est tranquille? Parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Oui, il y a un mandat d'arrêt, d'accord. Mais Alberto se bat avec ses avocats. Il en a un certain nombre aujourd'hui.
Et en tout cas, à ce jour, il est libre de ses mouvements et il continue de se battre pour que ces décisions ubuesques puissent également être levées. Il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour qu'elle se prononce sur cette affaire. Ça veut dire véritablement qu'aujourd'hui, Alberto n'a plus confiance dans la justice togolaise. Vous auriez eu confiance dans cette justice? Ou du moins, celle-là, dans ce procès-là? Non, personne n'aurait eu confiance. Et il y a différentes juridictions où les choses peuvent être traitées avec beaucoup plus d'équité, avec beaucoup plus de transparence. Et le droit laisse l'opportunité de saisir ces différentes juridictions. Et c'est ce à quoi les avocats d'Alberto sont en train de travailler. Alors, sachant que Alberto est venu sur la scène politique et puis a fait rêver beaucoup de personnes, il y a un internaute, Edem Aboudjo, qui demande, j'aimerais savoir, en parlant de vous, où il trouvera les moyens pour sa politique, car nous savons tous que le seul financier du parti était son frère Alberto, qui a des ennuis non seulement judiciaires, mais financiers aussi. Je ne savais pas qu'il était le trésorier du Parti des Togolais. Non. Je pense que les ressources financières dans une action politique sont importantes et ça peut venir de différentes sources. Et il y a aujourd'hui beaucoup de compréhension de la part des gens qui croient en ce que nous faisons et des Togolais qui croient en ce que nous faisons. Et je pense que quand vous êtes sérieux, quand vous êtes organisé, quand vous montrez clairement ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, les ressources ne manquent jamais pour accompagner la mise en œuvre de cet objectif-là. Vous dites qu'on l'a fait rêver, c'est toujours un début. C'est toujours par le rêve qu'on commence et ensuite ça devient réalité. Entre le rêve et la réalité, il n'y a qu'une seule différence, c'est la mise en œuvre. Et nous, au Parti des Togolais, on se bat pour mettre en œuvre ce rêve-là, pour en faire une réalité. Moi, il me souvient quand je dis que vous avez fait rêver, parce qu'au moment où Alberto Olympio est venu sur la scène politique, les gens ont découvert quelqu'un d'autre et se sont dit, ah tiens, lui, il peut faire face à la machine, il a les moyens et tout. Et puis, il y a quelques semaines, j'écoutais l'analyse d'un journaliste sur une radio qui dit, ce parti s'est présenté comme un ballon de baudruche qui s'est dégonflé après. C'est son analyse. Et ce que moi je peux vous dire, c'est que le Parti des Togolais n'est pas venu pour faire un petit tour puis s'en va. Nous nous sommes inscrits dès le début dans la durée. C'est pour cela qu'un livre a été mis sur la place publique pour que tout le monde comprenne notre vision, notre démarche, ce que nous voulons faire. Ça reste toujours d'actualité. Deuxièmement, nous sommes toujours présents sur le terrain. Nous travaillons. Les gens nous écoutent, les gens nous suivent, les gens regardent de près ce que nous faisons. Et nous sommes dans une démarche rationnelle, nous sommes dans une démarche organisée, nous sommes dans une démarche où la clarté de nos actions, la continuité de nos actions, la cohérence de nos actions, parce qu'il ne s'agit pas d'être cohérent aujourd'hui et puis demain de ne pas l'être. Nous sommes cohérents dans la continuité, c'est ça qui est important, c'est ça qui crée la crédibilité. Et je pense qu'au Parti des Togolais, il y a une certaine crédibilité. Et quand il y a la crédibilité, et quand le travail est fait avec rigueur, le fruit, le résultat ne manquera pas au rendez-vous. C'est une question de temps. Et nous travaillons avec ce temps-là. Le temps, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a véritablement ce temps-là? Le temps vous permet de pouvoir déballer toute la vision aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parti des Togolais, et ça fait 2 ans que nous sommes engagés dans un grand programme de formation, un grand programme d'éveil de conscience. Justement, ça continue? Plus que jamais. D'ailleurs, le Conseil national qui vient de se réunir nous a rappelé qu'il faut renforcer ce programme-là, qu'il faut l'intensifier même, il faut aller davantage à l'intérieur du pays, ce que nous n'avons pas suffisamment fait jusqu'à présent. Et donc ce programme est toujours d'actualité, il faut le renforcer. En même temps, je vous signale que Alberto a sorti un second livre il n'y a pas si longtemps que ça. Le titre, c'est « Le pouvoir, c'est vous ». Tout ça, c'est dans la continuité de ce que nous avons engagé. Nous ne faisons rien au hasard. Chaque chose vient à point nommé. Et ce livre est destiné à la jeunesse de manière générale, pour qu'elle comprenne, cette jeunesse, la responsabilité qui est la sienne et le rôle qu'il peut être amené à jouer en tant que citoyen d'abord, en tant qu'acteur dans un quartier, dans sa communauté et au sein de la nation tout entière. Si chacun et si chaque jeune mesure sa contribution à l'effort national,
eh bien, c'est la sommation de toutes ces contributions qui permettra au Togo de pouvoir s'épanouir et de sa situation. Alors, sur le sujet de ce que le parti fait, il y a Evelyn Wilson qui demande quel est l'objectif à court et à moyen terme du parti sous votre houlette. Aujourd'hui, je suis le premier responsable et je n'invente rien, je ne réinvente rien. Les lignes sont tracées, il s'agit de les mettre en œuvre. Il s'agit ensemble avec l'équipe de mettre en œuvre la vision du parti. Et ça passe par un certain nombre d'objectifs intermédiaires que nous devons atteindre. Vous savez qu'en 2015, nous avions soulevé la question du fichier électoral. Eh bien, c'est toujours d'actualité. Cela n'a pas changé. Nous n'avons pas atteint l'objectif en 2015. Il faut qu'on remette cette question sur le tapis. Et nous allons remettre cette question sur le tapis. Et je suis persuadé que tous nos amis qui ont participé à l'élection de 2015 ont tous compris que dans les mêmes conditions, il ne faut pas y aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se battre, il faut travailler pour changer les conditions d'élection, pour que les élections reflètent ce que chaque parti représente, pour que les élections soient véritablement le baromètre de la cartographie politique du pays. Mais les conditions dans lesquelles les choses se déroulent aujourd'hui, c'est ça les objectifs intermédiaires que nous devons atteindre pour que nous puissions demain aller à une élection dans la clarté, dans la transparence. C'est un rêve qui est permis, ça? Vous pensez que ce n'est qu'un rêve? Vous pensez qu'avoir un environnement d'élection transparent, c'est un rêve? Eh bien, si c'est un rêve, il faut en faire une réalité. Parce qu'au Togo, nous n'avons pas encore cette réalité-là. Nous n'avons pas encore des élections qui traduisent la volonté du peuple. Et quand la volonté du peuple n'est pas respectée, elle est piétinée de cette manière-là, c'est une situation grave. Nous ne sommes plus en démocratie. Parce que la crainte aujourd'hui, quand les ténors de l'opposition eux-mêmes se disent, par exemple, vous avez évoqué le fichier électoral tout à l'heure, qu'il est mauvais et qu'ils acceptent de jouer le jeu. Oui, mais bon, ça c'est passé. Ça peut se rééditer. J'espère que non, dans tous les cas. Pour ce qui nous concerne, nous nous battrons pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que celui qui s'acharnera ou qui s'entêtera à aller encore à des élections dans des conditions malsaines, je pense qu'il finira par rendre compte aux citoyens togolais. Si on observe encore ce qui s'est déroulé en 2015 où l'élection, on y a participé et finalement on n'a pas eu ce qui a été promis, on n'a pas eu les résultats qu'on espérait. Je pense que tous ceux qui ont participé à cette élection-là en 2015 ont compris qu'il faut que les choses changent pour que chacun ait la chance d'exprimer pleinement les voix de ses militants et de ses sympathisants. Alors, merci Nathaniel Olympio. Je crois que nous avons fait le tour sur les questions qui concernent le parti des Togolais qui aujourd'hui a une nouvelle personnalité à sa tête. Même si c'est l'intérim, cet intérim va durer jusqu'à quand? Ouais, avant de parler de la durée de l'intérim, je pense qu'il y a un point que nous devons mesurer dans l'acte que Alberto a posé. C'est le respect de la fonction que l'on occupe, que l'on exerce. Et je pense que malheureusement au Togo, nous avons trop souvent des responsables qui sont mis en cause, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur d'ailleurs pour certains, qui sont mis à cause dans des sujets graves, mais qui restent toujours accrochés à leur fonction. Ils mettent en péril l'intégrité de cette fonction-là. Il faut que nous apprenions, et je crois que Alberto vient de nous montrer une voie, il faut que nous apprenions à nous dissocier de la fonction, à préserver la fonction que nous occupons lorsque il advient que des situations indélicates se présentent à nous. Et ça doit être une leçon. Pour tous les acteurs politiques que nous sommes, pour tous les responsables que nous sommes, c'est aussi cela qui va permettre que nous puissions représenter aux yeux des observateurs à l'extérieur du respect, de la considération et la responsabilité. Et la durée de l'intérim? En principe, c'est jusqu'au prochain congrès et les statuts du parti nous indiquent la période de l'année prochaine pour organiser le prochain congrès.
D'accord, on va évoquer maintenant l'actualité au plan africain, je dirais d'abord. D'abord, on va rester un peu au Togo pour parler de la visite du Premier ministre français, Manuel Valls, qui était dans notre pays il y a quelques jours et qui a tenu des propos très élogieux sur le Togo. D'abord, dans cette visite, Nathaniel Olympio, beaucoup ont vu une certaine façon de la diplomatie togolaise, une diplomatie qui est plus vigoureuse. Est-ce que vous le pensez ainsi? Parce qu'on a eu un sommet, dans la foulée, et le sommet, il y a eu le ministre français de la Défense qui était là, Jean-Yves Le Drian. Quelques jours après, Emmanuel Valls qui arrive chez nous. Le sommet, il y a eu 17 chefs d'État qui étaient là. Cette diplomatie vigoureuse, vous la voyez, vous? Un État doit toujours travailler pour que sa dimension internationale soit toujours beaucoup plus grande. Un État, aujourd'hui, dans notre monde, ne peut pas vivre en autarcie. Et organiser de temps en temps de grands événements qui rassemblent plusieurs pays à travers le monde, c'est une chose qui est positive. Mais je pense que ce que l'on déplore au Togo, c'est de mettre énormément d'énergie sur justement l'international, sur ce qui polie l'image de l'État à l'extérieur et de ne pas suffisamment se consacrer aux réalités locales. Personne ne trouverait à redire si à l'intérieur du pays les citoyens étaient satisfaits de la gouvernance, de leur quotidien. Est-ce qu'il existe un pays comme ça? Je vois la France, par exemple. Les Français ne diront pas qu'ils vivent comme nous, mais vous voyez ce que Hollande subit. Il est à 4% dans les sondages. J'aimerais bien savoir à combien de pourcentage il est le nôtre. Vous faites un parallèle qui est un peu, permettez-moi, déplacé. Parce que nous, au Togo, nous réclamons, nous demandons, nous exigeons des choses basiques. Des choses basiques. Les fondamentaux, nous ne les avons pas. Nous n'avons pas l'équité. On a parlé de la justice tout à l'heure. Ce n'est pas de ça que les Français sont insatisfaits. Donc, la similitude n'a pas lieu d'être. Au Togo, nous sommes encore en train de nous battre pour que nos droits soient reconnus, pour que nos voix dans les élections soient respectées, pour avoir une situation sanitaire décente, pour avoir un environnement éducationnel qui puisse porter des résultats positifs à nos enfants. Ce sont les choses pour lesquelles le citoyen togolais n'a pas satisfaction aujourd'hui. Et vous comprenez pourquoi il est désintéressé des grands messes que l'on organise pour l'international. Il ne trouve pas son compte, il ne voit pas l'intérêt. Même si cela est l'intérêt pour l'État, mais pour les citoyens togolais, les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Pourquoi s'intéresserait-il à des choses qui le dépassent complètement? C'est pour cela que les Togolais sont si amers quand ils apprennent que des dizaines de milliards sont injectés dans l'organisation de ces sommets, alors que eux, ils savent que les centres de santé sont très éloignés de leur lieu d'habitation. Ils savent que les élèves ont des conditions de scolarité très difficiles. Les universitaires, n'en parlons pas. Les enseignants, c'est encore autre chose. Il y a tellement de satisfaction et tellement d'attentes basiques que finalement, les citoyens togolais ne comprennent pas que l'on mette autant d'énergie, autant de ressources financières pour les choses qui relèvent de la diplomatie. D'accord. Maintenant, dans ces conditions, dans le Togo que vous venez de décrire, quand vous entendez tous les éloges que Manuel Valls est venu faire, qu'est-ce que ça suscite en vous? Bon, je dirais que ce n'est pas un Togolais. C'est un langage diplomatique? Vous avez cité le ministre Le Drian, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. J'ai lu récemment un ouvrage qu'il a écrit, et il disait ceci dans cet ouvrage, que la France, dans sa longue histoire, n'a pas toujours été une grande puissance exemplaire. Il y a quelques mots peuvent m'échapper, mais c'est ça l'essence de ce qu'il a écrit. Ça veut dire que des responsables peuvent se méprendre sur certaines réalités. Nous aurions voulu, nous, citoyens togolais, que le Premier ministre français puisse également évoquer quelques sujets qui nous préoccupent. Et cela, les citoyens togolais ne le comprennent pas, parce que la France est un grand pays de droits de l'homme.
et qui a toujours défendu un certain nombre de grandes ambitions, libertés. Et donc, quand un haut responsable français vient dans notre pays, nous les accueillons avec plaisir. Et nous souhaiterions qu'ils abordent également les problématiques qui sont celles du quotidien des Togolais. Mais enfin, ce qui est important, ce n'est pas ce que les visiteurs viennent dire. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est ce que nous, citoyens togolais, nous faisons sur le terrain. C'est la manière dont nous nous engageons justement pour que nous soyons mieux respectés, que nous soyons mieux compris. Si nous n'obtenons pas satisfaction, ça veut dire que nous avons encore de l'effort à faire, nous avons encore une organisation à mettre en place, nous avons encore à apprendre à travailler davantage ensemble, et tout cela pourrait nous permettre d'évoluer sur le terrain. Mais s'il vient tenir un discours aussi élogieux et évite soigneusement les sujets qui fâchent, hein, les sujets qui intéressent réellement les gens, à qui la faute? À son ambassade, parce que la France a une ambassade ici qui vit un peu la réalité, qui écoute les grandes questions, qui doit faire le bilan régulièrement. Moi, je ne sais pas exactement quel était l'objet de la mission qui a été effectuée. Donc, il n'y a pas eu de déclaration, si je ne m'abuse, à la sortie des entretiens. Donc, quel était le sens de cette mission précisément? Encore une fois, n'attendons pas que quelqu'un viendra de l'extérieur pour nous donner des bons points, des mauvais points, pour venir apprécier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Bon, là, du côté du pouvoir, c'est ce qu'on nous vante, hein, que le pays va tellement bien que sa diplomatie est en marche et les hautes personnalités arrivent. Et en interne, qu'est-ce qui se passe? Qui participe aux élections au Togo? Qui choisit le chef de l'État, le président de la République? C'est qui? Ce sont les citoyens togolais. C'est vrai que le chef de l'État nous a donné l'habitude d'apprécier ces élections à travers l'appréciation qui se fait à l'extérieur. Oui, ce que la France dit, la communauté internationale. Maintenant, c'est aux citoyens togolais de faire en sorte que ce qu'eux ils pensent, ce qu'eux ils disent, ait de la valeur aux yeux de tout le monde. Et qu'on puisse imposer à tous les candidats, y compris au chef de l'État sortant, qu'on puisse lui imposer la réalité de notre pays, la réalité de ce que les citoyens pensent, de ce que les citoyens disent, de ce que les citoyens veulent. En tout cas, durant sa visite, il a inauguré le nouveau lycée français de Lomé, il a fait une visite au port, il a inauguré le centre d'enfouissement de déchets et aucune rencontre avec l'opposition. Oui, bon, je pense que... Alors qu'il est socialiste et plusieurs partis politiques de l'opposition se réclament de l'international socialiste. Moi, je vous le redis encore, je ne sais pas quel était l'objet du passage en dehors d'une rencontre qui peut avoir lieu entre responsables d'État qui sont en relation très forte. La France est liée au Togo particulièrement avec une relation très forte, mais sur lesquelles, un type de relation sur lesquelles il faut capitaliser et qui doit être bénéfique pour tout le monde. Mais la France défend ses intérêts en Afrique. La France défend ses intérêts au Togo. Le Premier ministre, quand il vient, il défend les intérêts de son pays. Et c'est ça, le principe des relations internationales. Chacun défend son beefsteak. Nous, Togolais, défendons notre beefsteak. Travaillons pour protéger notre beefsteak. N'attendons pas, ne portons pas simplement le regard sur ce que les autres viennent dire. Mais nous, faisons ce que nous avons à dire et nous forcerons les autres à prendre en considération ce que nous disons et ce qui est important pour nous. En tout cas, beaucoup estiment que sa visite aurait quand même pu, d'une manière ou d'une autre, faire changer les choses. Mais elle intervient dans un contexte où la France vote dans juste un peu plus de 6 mois. Est-ce que ce parallèle n'est pas osé? Les journalistes l'ont osé. Et vous? Écoutez, le rythme des élections dans un pays n'empêche pas les premiers responsables de ce pays de continuer leurs travaux, leurs engagements, leurs tâches. Et visiter le Togo aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle en France, oui, pourquoi pas? Bon, si les gens le disent, c'est que peut-être, dans les couloirs, ils seraient venus chercher autre chose que ce qu'on a vu officiellement. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi.
ça date pas d'aujourd'hui. Parce que la France, et les relations, c'est vrai que les relations ont parfois été incestueuses. Et c'est pas. Est-ce que c'est toujours de la même manière que les choses se passent? Quelqu'un a parlé de quelque chose? Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes dans tout cela et il faut en parler avec beaucoup de délicatesse et prendre les choses avec beaucoup de pincettes parce que ce que en réalité les Togolais veulent, c'est quoi? C'est que la communauté internationale aussi qui participe, qui apporte son concours à l'évolution des choses. Et nous nous rappelons encore les prises de position du groupe des 5 ici au Togo pour pousser les ambassadeurs qui évoquent régulièrement la nécessité de décentralisation, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas occulter cet engagement de leur part. Mais encore une fois, je le répète encore, c'est d'abord aux Togolais. N'attendons pas que ça vienne de quelque part. Et quand nous aurons impulsé l'orientation qu'il faut, tout le monde nous suivra. Personne ne pourra se mettre contre les Togolais. Mais pour le moment, les Togolais ne sont pas encore en marche. Nous ne nous sommes pas encore levés comme il faut. Nous ne nous sommes pas encore engagés à faire avancer les choses comme il faut, dans le sens que nous voulons. Une fois qu'on l'aura fait, plus personne ne pourra s'y opposer. En tout cas, dans les sujets Manuel Valls a évité, il y a ce sujet qui concerne les élections locales et vous suivez l'actualité, vous savez que tout récemment, de nouvelles délégations spéciales ont été nommées. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'enterrer subrepticement les élections locales qui sont quand même réclamées par l'opposition et le peuple? Pourquoi subrepticement? Ça fait depuis 1987 qu'on n'a pas fait d'élection. C'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Ils ne veulent pas le faire. Mais là, ils sont dans leur logique. Au moment quand même où les voix se lèvent, tout le monde se dit les voix se sont toujours levées. Le terrain doit être déblayé pour qu'on y aille, et c'est maintenant qu'on nomme encore des délégations spéciales. Les voix se sont toujours levées. Et le régime a toujours fait ce qu'il a envie de faire. En matière d'élections locales, ils n'ont jamais voulu le faire. Ils n'ont jamais mis en place ce qu'il faut pour que ça se réalise. Et pas plus qu'aujourd'hui, ils n'ont la volonté de le faire. Vous pensez? C'est une question que vous posez. Vous voulez que je réponde à cette question-là? Bien sûr. Mais bien sûr qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. S'ils avaient la volonté de le faire, ils auraient déjà posé les actes qu'il faut. C'est peut-être que ces délégations spéciales qui sont nommées soient une manière de combler des vides en attendant les locales qui... Je vois que vous êtes vraiment porte-parole de ce gouvernement, à ma parole. Hein? Le gouvernement n'a pas de porte-parole. Hein? C'est pour cela que vous assumez la fonction, visiblement. Non, je pense que les actes que pose ce régime, pour ce qui concerne particulièrement l'organisation des élections locales, rien ne nous montre qu'ils en ont la volonté. Il n'y a aucun indicateur, il n'y a aucun signe qui nous permet de distinguer une petite lueur nous disant qu'ils sont en train d'organiser ou qu'ils ont la volonté de l'organiser. Non. Et nous avons des délégations spéciales dont beaucoup sont complètement illégales dans leur fonctionnement. Ils prennent des décisions alors que les quorums ne sont pas atteints. Et, tout cela n'augure pas d'une volonté claire de ce régime de nous amener à des élections locales. Sur le sujet des élections locales, il y a Edem Komi qui sur Facebook demande, il dit: ma question, dans le programme 2015-2020 du candidat fort, Nyasingbe, c'est le président, il s'engageait à amorcer la décentralisation, prendre des décisions selon le contexte local, organiser des élections locales. Maintenant que le pouvoir continue dans la nomination de délégations spéciales, quelle alternative le Parti des Togolais propose face au non-respect de l'engagement du chef de l'État? C'est vrai que malheureusement, notre chef de l'État s'est beaucoup dédié. Il a pris beaucoup d'engagements qu'il n'honore pas. Et ce ne sont pas les sommets qu'on peut organiser qui enlèveront cette réalité-là. Même les gens qu'il reçoit ici, qui viennent rendre visite, savent
pertinemment qu'il ne respecte pas sa parole. Et ça, c'est grave pour notre pays. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour le dire comme ça? Lui, il y a à peine un an. Hein? Ouais, mais bon, ça, c'est pour me chicaner que vous dites ça. Hein. Et ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Et ça fait depuis 2006 qu'il a pris des engagements sur l'APG, sur l'organisation des élections locales, sur les réformes, sur un certain nombre de sujets importants pour les citoyens togolais. Et il n'a jamais tenu sa parole. Et ça, c'est dommage pour notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Je pense qu'enfin, nous devons nous rendre compte que rien ne changera si nous ne le changeons pas. Rien ne changera. Et ce ne sont même pas les hommes politiques qui vont changer les choses. Les hommes politiques vont prendre leur engagement, les hommes politiques vont s'organiser dans l'opposition, ils vont se parler davantage, ils vont travailler ensemble, ils vont mener des luttes ensemble. Tout cela, c'est vrai. Et c'est dans ça que nous devons aller. Mais en même temps, les citoyens doivent jouer leur partition. Les citoyens doivent sortir de leur torpeur, de leur résignation. Nous sommes trop résignés au Togo. Et les citoyens togolais, la jeunesse togolaise, elle est trop résignée, elle est trop détachée de sa vie quotidienne, des causes de la misère qu'elle vit au quotidien. C'est la conférence épiscopale qui avait parlé dans sa lettre de léthargie inquiétante. Oui, les évêques ont secoué le cocotier. Ils ont voulu réveiller tout le monde. Il faut que cette lettre nous parle, en tout cas, partie des Togolais, c'est une lettre qui nous parle. Et nous agissons en conséquence. Et nous contribuons à éveiller la conscience de la jeunesse. Parce que rien ne pourra se faire si nous ne travaillons pas ensemble. Si nous laissons des leaders politiques seuls réfléchir et prendre des décisions à la place de tout le monde, eh bien, nous serons encore là où nous sommes aujourd'hui. Ce que nous demandons au Parti des Togolais, c'est que la jeunesse s'implique, qu'elle fasse bouger les lignes. Qu'est-ce qu'elle peut faire exactement? Mais quand je dis qu'elle s'implique, c'est qu'elle prenne ses responsabilités. Dans ces quartiers, mais la jeunesse, elle se cherche. Les gens aujourd'hui pensent plus à trouver un emploi pour même essayer de survivre. Maintenant, lui demander de penser à la chose politique, c'est le dernier de ses soucis. Mais vous avez tort, parce que c'est justement la politique qui a créé les conditions de difficultés qu'il affronte au quotidien. C'est ça la cause. Si nous passons notre temps quotidiennement à travailler les conséquences, à chercher des solutions aux conséquences d'une politique, nous allons passer toute notre vie à chercher des solutions pour les conséquences. Mais travaillons également en parallèle pour les causes qui produisent ces conséquences-là. Il faut lutter contre les causes. Et les causes qui nous imposent ces difficultés, et ce manque d'emploi, ces conditions de vie difficiles, eh bien, c'est la mauvaise gouvernance. Et il faut lutter contre la mauvaise gouvernance. Et il y a différentes formes de lutte que l'on peut mener. On peut s'engager dans des partis politiques. On peut être dans des mouvements associatifs. On peut s'intéresser uniquement à son quartier. Quand les jeunes s'organisent dans leur propre quartier, ils peuvent changer des choses. Ils peuvent changer des choses, rien que dans leur quartier. Et ça commence par là. C'est ça la prise de conscience dont on parle. Il ne s'agit pas que tout le monde cherche à devenir député, maire ou président de la République. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce que l'on dit, c'est que les jeunes doivent prendre conscience de sa capacité à infléchir les politiques qui sont menées. Si les citoyens togolais ne pèsent pas de leur poids le pouvoir que leur confère la Constitution de faire bouger les lignes, de voter, s'ils ne font pas respecter leur vote, eh bien, à ce moment-là, nous serons toujours, 50 ans après, en train de chercher le quotidien, comme vous dites. Et ne nous réfugions pas derrière ce quotidien pour ne pas chercher à changer les causes de ce quotidien difficile que nous vivons. C'est ça la dualité des choses. Vivre au quotidien et en même temps travailler pour que les causes qui nous imposent ce quotidien difficile puissent disparaître. C'est ça la dualité de notre action qu'on doit mener. Alors, puisque nous parlons généralement de la gestion de l'État, Marc Dometti écrit « J'admire beaucoup le Parti des Togolais pour avoir ouvert les yeux de l'opposition togolaise sur le fichier électoral version 2015. À présent, quelle observation votre parti a de la gestion de l'État à la manière du président actuel ?» Or, depuis 2014, je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé dans la gouvernance du pays. Et nous avons au Togo le génie de prendre des lois, de prendre des dispositions, des décrets, en tout cas tout l'arsenal juridique en général, et le Togo est bien fourni.
toute la problématique se pose dans la mise en œuvre de ces décisions, de ces règles et de ces nomenclatures que nous mettons en place. Et rien n'a changé de ce point de vue depuis 2 ans, depuis 3 ans, rien n'a changé fondamentalement. Donc, la lutte que nous avons commencée, il faut la poursuivre. Il faut que nous puissions nous organiser aujourd'hui, je le disais tantôt, au sein de l'opposition, au sein de la communauté nationale, que tous les citoyens puissent apporter leur contribution. C'est indispensable, c'est nécessaire. Nous devons nous réveiller, nous devons sortir de notre torpeur, nous devons sortir de tout ce que l'on nous impose. Il faut que le mouvement soit inclusif. Il faut qu'il soit inclusif. Il ne faut pas que les uns se mettent à l'écart en disant « vous, c'est les responsables, c'est vous êtes les responsables qui faites que les choses ne marchent pas », en parlant des leaders de l'opposition, mais que tout le monde reste assis chez soi en disant « non, non, moi je ne veux pas prendre de risque parce que ce gouvernement, ce régime, il est trop féroce, il tape sur les gens, il fait ceci, je ne vais pas prendre de risque, je reste dans mon coin ». Eh bien, si nous restons dans nos coins, eh bien, nous serons toujours soumis à l'injustice, nous serons toujours assujettis à un régime de prédateurs. Si nous voulons sortir de ça, nous devons nous lever et nous devons marcher. Alors, finalement, revenons un peu sur le sujet des élections locales. On a de nouvelles délégations spéciales. Ça veut dire peut-être qu'on en a encore pour longtemps. J'ai envie de vous demander jusqu'à quand? Oui, quand je disais nous devons nous lever et nous marcher, ça veut dire levons-nous et travaillons, organisons-nous. Mettons fin à l'arbitraire. Maintenant, les délégations, vous savez, le régime a son plan. Ils ont leurs objectifs, qui aujourd'hui est complètement différent de ce que... Vous pensez quand même que c'est si difficile pour ce pouvoir d'organiser les locales, ce qui est en risque? Moi, je vous demande pourquoi ils ne l'organisent pas, si ça n'est pas si risqué pour eux, pour leur pouvoir. Pourquoi ils ne l'organisent pas? Ce sont des faits, ce n'est pas des spéculations. On constate, c'est tout. Une trentaine d'années qu'ils ne veulent pas l'organiser. Ils louvoient, ils slaloment, ils feintent. Ce sont de beaux dribbleurs. Ils savent dribbler. Ils dribblent le peuple. Mais ils vont dribbler le peuple jusqu'à quand? Et justement, le peuple ne doit plus se laisser dribbler comme ça. La démocratie, c'est à la base qu'elle se mesure au quotidien. C'est la manière dont chaque électeur peut se lever et aller voir son maire, son conseiller municipal pour dire voilà ce que nous voulions pour notre marché. Voilà ce que nous voulons pour notre stade, pour nos lieux de loisirs. Là, il s'adresse à l'élu local. Et cet élu local a la responsabilité de mettre en œuvre ce que les citoyens veulent. Mais quand tout se décide à l'OME 2, dans le bunker, comment le citoyen qui vit dans le fin fond d'Adakpamé va se lever pour aller demander à celui qui est dans son bunker qu'il veut un petit lieu de rencontre pour les jeunes à Adakpamé? Il n'a pas cette possibilité-là. Mais le maire, tout le monde peut se lever et aller vers lui. C'est ça la démocratie à la base. Et c'est ça la démocratie participative. Ça permet à chaque citoyen d'agir non seulement à travers le bulletin de vote, mais à travers une interpellation directe de ses élus. Il a la possibilité, il a ce pouvoir que lui confère la Constitution. Mais on l'en prive. Parce qu'on sait que c'est une arme redoutable dans les mains du citoyen. Mais il faut que les citoyens aujourd'hui prennent conscience de ça et qu'ils récupèrent son pouvoir entre les mains. Le pouvoir, c'est vous. C'est le peuple, le pouvoir. Il faut que les citoyens récupèrent son pouvoir et qu'il l'exerce pleinement. C'est à ça que nous devons ouvrir la conscience de la jeunesse. C'est à ça que nous devons motiver nos citoyens, pour qu'ils sachent que rien n'est figé, rien n'est fatalité. Et ça ne peut pas rester comme ça, ad vitam aeternam, toute la vie. C'est ce que les gens se disent finalement. Ils disent que bon, il n'y a que Dieu qui peut faire l'affaire. Oui, on est tous croyants, on prie. Mais il faut travailler. C'est surtout le travail qui fait la différence. Il faut travailler. Dieu fera ce qu'il a à faire, mais il faut travailler. Il faut se lever. Il faut être engagé. Il faut prendre des responsabilités. Il faut assumer une part de responsabilité dans le quartier. Et ce n'est pas, il n'y a pas un grand Manitou qui viendra dire à chacun, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. C'est chacun dans son fort intérieur, dans sa conscience, qui doit se sentir citoyen de ce pays, à qui la Constitution a donné des droits et qu'il exerce simplement ces droits-là. C'est cela ce que la jeunesse doit se réveiller pour se prendre en charge comme il est de sa responsabilité. Nous avons évoqué les sujets au plan national. Je crois que nous avons encore une trentaine de minutes pour évoquer quelques sujets à l'international. On va d'abord prendre la direction du Bénin d'à côté, où cette affaire qui a vu l'interpellation du patron des patrons, Sébastien Ajavon,
qui est également personnalité politique. Il est arrivé en 3e position lors des dernières élections présidentielles au Bénin, qui a été pris dans une sale affaire de trafic de drogue. Finalement, ce vendredi, il a été relaxé pour insuffisance de preuves et délits non constitués. Vous avez analysé cette affaire. Est-ce que vous vous êtes dit que c'est une affaire de justice ou bien, comme on le dit souvent au Togo, le politique pourrait avoir sa main là-dedans? Je constate que, je crois que c'était le vendredi, le jour de son interpellation, M. Sébastien Germain Ajavon avait fait une conférence de presse et il a tenu les propos suivants. Enfin, l'idée, grosso modo, c'est que il y a une main qui manipulait les choses contre lui. Il n'a pas désigné qui c'était, il ne s'est pas adressé au pouvoir, il n'a cité personne, mais il a dénoncé dès le début qu'il y avait une manipulation. Voilà l'idée qu'il a avancée. Je pense que, personnellement, j'ai déploré un peu l'humiliation dont il a été victime. Parce que s'il a fallu une semaine de garde à vue pour se rendre compte qu'on n'avait rien à lui reprocher, je pense que M. Ajavon avait la représentativité et c'est quelqu'un notoirement connu qui a des assises dans ce pays et qui n'est pas quelqu'un qui disparaîtrait du jour au lendemain comme ça. Je pense que l'incarcération doit être toujours l'exception et que l'on doit autant que possible éviter de mettre les citoyens dans des situations inconfortables. Il faut saluer que la justice togolaise, la justice béninoise, autant pour moi, se soit prononcée aussi rapidement et avec une issue heureuse pour M. Ajavon. Il faut saluer cette décision de la justice béninoise. C'est encore un point fort qui vient s'ajouter à tout ce que nous connaissons déjà de positif dans le cheminement démocratique du Bénin. Et pour ma part, la seule chose que je déplore un tout petit peu, c'est que M. Ajavon ait été mis dans des conditions que nous avons tous vues, et ça c'est un peu déplorable. Mais maintenant, le fait que lui-même, il ait dit par exemple qu'il se pourrait qu'il y ait une main qui manipule les choses, c'est vrai qu'il n'a pas désigné, mais dans le contexte béninois, avec l'arrivée de Patrice Talon, est-ce qu'on peut dire qu'il essaye de se débarrasser d'un faiseur de roi? Moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer trop rapidement dans des supputations. D'abord, M. Talon a indiqué publiquement que lui venait pour faire un mandat. Pour le moment, il n'y a pas de raison d'en douter. Il faut laisser le temps de voir comment l'issue sera. En même temps, je ne vois pas se créer des difficultés de cette nature-là avec un monsieur qui a une certaine notoriété sur la place. C'est difficilement concevable pour moi. En tout cas, ça n'est pas de cette manière que moi je vois la politique. La politique, ce n'est pas de s'acharner sur ses adversaires. La politique, c'est de faire bien et que les citoyens apprécient ce que vous faites pour vous confier de nouveau les responsabilités du pays. Il est sorti, je pense qu'il faut le saluer, et maintenant qu'il est libre, je pense qu'il pourra continuer lui-même à mener les actions qu'il juge utiles pour ce qui le concerne. Maintenant, au-delà de ça, on a parlé tout à l'heure de la justice togolaise, on a vu la justice béninoise qui vient quand même de donner un bel exemple, mais ce bonhomme, vous l'avez évoqué, a été gardé à vue pendant 8 jours avant que cette procédure express ne soit prise. Est-ce que c'est trop facile dans nos pays africains, surtout, la détention? On a l'impression que les acteurs du droit n'ont plus un réel pouvoir. Pour eux, dès qu'un individu est soupçonné de quelque chose, on l'envoie tout de suite dans les cachots. Tout ça, c'est aussi la solidité de notre démocratie, la solidité de nos États, la solidité de nos institutions qui va nous amener à pondérer un peu les actes et la mise en application des lois qui sont à notre disposition.
D'ailleurs, dans toutes les règles de droit, la détention est l'exception. Oui. La détention est l'exception. Et donc, encore une fois, je le dis, on aurait pu éviter tout ce que nous avons vu pendant cette semaine folle avec les citoyens qui soient amenés à être massivement présents dans les bureaux, dans les locaux du tribunal jusque tard dans la nuit. Et on aurait pu éviter tout ça. Mais enfin, il faut saluer que la justice béninoise ait pu faire la part des choses et libérer M. Ajaron. Parlons également de la Côte d'Ivoire. Le pays a organisé un référendum il y a quelques jours. Et le oui l'a emporté à plus de 90%, mais seulement 43% de participation. Nathaniel Olympio, Alassane Ouattara a été élu il y a un an seulement, à 86%. Aujourd'hui, il fait un référendum avec une constitution qu'il présente comme celle qui allait débarrasser la Côte d'Ivoire de tous les vieux démons. Et il n'y a que 43% qui se déplacent, même si on nous dit que c'est à plus de 90% qu'elle a été adoptée. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les 43% de participation ou les plus de 90% de oui? Je pense qu'il faut surtout retenir que la Côte d'Ivoire a encore besoin d'un gros travail de réconciliation. Je pense que c'est surtout cela que nous pouvons comprendre des chiffres qui nous sont présentés. Et la Côte d'Ivoire a besoin de réconciliation et la réconciliation doit être impulsée par le gouvernement et pour que ceux qui se sentent aujourd'hui un peu exclus de la chose publique, de la croissance et tous ceux qui se sentent exclus de la vie politique et puissent revenir dans la République de manière beaucoup plus pleine et entière pour que la Côte d'Ivoire redevienne encore plus la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est surtout ça le message que moi je lis dans les chiffres qui sont annoncés. Mais quand vous regardez un peu la constitution qui a été proposée aux Ivoiriens, vous dites qu'effectivement elle résout le problème, surtout de l'ivoirité? Je pense également que aucun texte, quel qu'il soit, ne résoudra des problèmes entre les personnes. Et cette question d'ivoirité ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte au temps de Fouet-Boigny. Non, ça remonte surtout au temps en 93, à partir de 93, lorsque le président Bédié est arrivé. Enfin, bon, il y a eu une évolution dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. D'abord, c'était M. Bédié qui poursuivait M. Ouattara. Aujourd'hui, ils sont très, très forts alliés. Donc, il y a eu une évolution. C'est une bonne chose de voir les gens se réconcilier. Mais il faut que ça aille au-delà de deux personnes. Il faut que ce soit les citoyens du pays qui puissent se réconcilier. Et là, ce ne sont pas les textes qui vont apporter cette solution. La preuve, on voit qu'on a mis en place une nouvelle constitution, mais ça ne résout pas le problème de réconciliation. Le problème de réconciliation est une question de volonté politique d'abord, c'est une question d'engagement dans la durée, c'est une question d'actions qui sont posées pour rassurer toutes les parties qui sont concernées. C'est un travail de longue haleine. Et pour le moment, avec tous les procès qui sont encore en cours, je ne suis pas certain que la Côte d'Ivoire se soit déjà réconciliée et que ce soit cette constitution qui va la réconcilier. Il y a encore des efforts à faire. Justement, puisqu'on parle du concept d'ivoirité, j'ai un peu comme l'impression que ce n'est qu'en Afrique que ça pose problème. Vous prenez par exemple la France, elle a été dirigée par un Nicolas Sarkozy qui n'est pas français. Vous prenez l'Allemagne, elle a été dirigée par Hitler qui n'est pas allemand. Pourquoi dans les États africains ça pose problème que par exemple quelqu'un qui soit né sur le territoire mais qui ne soit pas d'origine, enfin originaire de ce pays, puisse diriger? Je pense que chaque État se donne les règles qui régissent la manière dont il désigne ses dirigeants. Ça, c'est toujours comme ça. Et il n'y a pas de règles parfaites. Chaque pays a ses règles-là. Et il faut respecter les règles. Parfois, vous pouvez rester dans un pays pendant 50 ans sans juger de l'utilité de prendre la nationalité de ce pays-là. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes là depuis 50 ans que de facto, Non, mais il faut respecter les règles. Mais au-delà des règles, c'est la communauté de vie qui est importante. Parce que vous soyez citoyen du pays ou étranger dans le pays, et dès lors que vous êtes installé dans le pays, vous avez une certaine communauté de destin
vous devez vivre en bonne intelligence, vous devez respecter les règles qui lient votre existence en communauté. Et il faut que ces règles-là permettent à chacun de vivre, de s'épanouir et de se sentir libre dans le pays de son choix d'existence. Nous sommes dans la CEDEAO et les lois de notre espace communautaire permettent qu'un citoyen togolais puisse s'installer au Burkina Faso et y faire sa vie en toute tranquillité. D'accord? Et donc, c'est surtout ça qui est important au-delà même de la question de nationalité. C'est le vivre ensemble. Et on voit des communautés qui s'entre-déchirent dans nos pays, et pas pour une question électorale, pas pour une question, simplement pour une question de cohabitation, pour une question de foncier. Oui. Voyez-vous? Donc, c'est ce vivre ensemble, que ce soit entre citoyens d'un même pays ou entre ceux qui nous font l'honneur de partager notre espace national, et c'est ce vivre ensemble qu'il faut bâtir, qu'il faut forger pour que les liens qui nous lient permettent que la paix soit toujours de rigueur chez nous, que le vivre ensemble soit agréable. Et tout cela relève d'une conduite politique de bon sens et de responsabilité pour y arriver. Et surtout, de ne pas instrumentaliser les différences qui peuvent apparaître en telle et telle communauté et de manière naturelle, parce que le vivre ensemble aussi, c'est de gérer les différents qui peuvent survenir entre les communautés. Il ne faut pas que les hommes politiques prennent ces différends et en fassent des éléments de politique ou électoral. En ce moment-là, ça fait dégénérer les choses. Alors, quand vous prenez également cette même constitution, il y a... on ne va pas faire toute la constitution ici, mais il y a quelques points précis où Alassane Ouattara a voulu qu'il y ait un vice-président qui soit élu en même temps que le président de la République et un Premier ministre. On a l'impression qu'il essaye d'alourdir l'exécutif. Bon, je ne sais pas s'il alourdit ou pas. En tout cas, c'est aussi un choix. D'autres pays ont fait le choix de vice-présidence. Le Ghana, c'est le cas, par exemple. Et ça fonctionne très bien. Un Premier ministre. Oui, bien sûr. Mais bon, je veux dire, c'est un choix de toute façon. Mais l'observation que j'aurais pu faire pour ce qui me concerne, c'est que on aurait pu attendre la prochaine échéance électorale pour désigner le vice-président. Au lieu pour que le vice-président soit élu dans un ticket, et au lieu que le président de la République aujourd'hui désigne dès maintenant son vice-président. Bon, c'est la seule observation qu'on peut faire, mais bon, si les citoyens ivoiriens décident d'avoir un président et un vice-président, c'est leur choix. Parce que, puisque je parlais tout à l'heure d'alourdissement de l'exécutif, vous regardez par exemple dans d'autres pays comme le Sénégal, où là-bas il a supprimé carrément le Sénat, et il a même dit que c'est avec l'argent du Sénat qu'il a fait la centrale nucléaire la plus grande de la zone... la centrale solaire. La plus grande de la zone UEMOA, et que dans d'autres pays, eux, ils tentent d'introduire encore le Sénat dans l'arsenal de l'appareil d'État. Tout ça, c'est un alourdissement, hein, c'est la question du budget qu'il faut aussi voir. Oui, il y a la question du budget. Personnellement, je ne suis pas fanatique de la présence des Sénats dans nos pays. Parce que nous avons beaucoup de chantiers, nous avons beaucoup de choses à mener pour améliorer notre démocratie. Et je ne suis pas persuadé que c'est l'introduction du Sénat qui va être l'élément d'amélioration la plus évidente qui puisse être. Mais bon, certains pays ont le Sénat. Le Togo d'ailleurs a un Sénat, je vous signale, dans la Constitution, même si elle n'est pas mise en œuvre. Je ne sais pas pourquoi pour le moment c'est pas encore mise en œuvre. Peut-être que pour mettre en place le Sénat, il faut nécessairement faire les élections locales, si vous suivez mon regard. Bon, voilà, et la Côte d'Ivoire choisit un Sénat, et ils ont aussi choisi, et ça il faut le souligner, de mettre en place une chambre des rois et chefs traditionnels. Et là, c'est une chose très importante que moi je salue, parce que ça redonne à nos chefs traditionnels et les rois de nos pays et la valeur qui est la leur. Ils peuvent s'exprimer dans le cadre de la République et être entendus. Il faut simplement espérer que on ne fasse pas comme chez nous, où les chefs traditionnels sont malmenés et on va leur distribuer des petits téléphones avec 4000 francs de crédit, et c'est ça le e-village au Togo.
J'espère qu'ils ne l'ont pas trop crié sur les toits parce que les gens se moqueront du Togo. Les gens se moqueront du Togo, que le e-village au Togo, c'est une carte SIM, un petit téléphone et 4 000 francs de crédit par an au chef traditionnel. C'est triste. Alors maintenant, quand vous prenez cette constitution dont la Côte d'Ivoire vient de se doter, est-ce que vous dites que les vieux démons, les démons de la guerre, les démons de la division sont derrière? Non, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ce ne sont pas les textes qui règlent les problèmes. Les textes nous donnent une norme. Et il y avait des normes à l'époque, hein, et pourtant il y a eu la déflagration sociale que nous avons connue. Donc c'est au-delà des textes, c'est surtout la volonté de chaque composante de la nation de construire un espace communautaire de vie. C'est ça qui est important. Et que les uns n'écrasent pas les autres à un moment donné, et inversement, lorsque le pouvoir change de main, il faut un équilibre en tout temps. Il faut un équilibre, il faut que chaque citoyen puisse s'épanouir dans l'environnement. Beaucoup vont également poser la question du sort du président, puisqu'il y a changement de république. On est passé de la 2e à la 3e république. Son mandat va finir dans 4 ans. Est-ce qu'il doit se représenter ou c'est blackout pour lui? Les juristes ivoiriens vont se prononcer sur la question. Le président Ouattara lui-même va se prononcer sur la question. Et le premier à qui il faut poser la question, c'est à lui-même. Mais je pense que le président Ouattara est conscient des enjeux de notre espace communautaire. Et je souligne que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont limité leur mandat et qui ont aussi proposé à la CEDEAO de limiter les mandats de tout le monde. Je ne vois pas le président Ouattara se rentrer dans des calculs politiciens pour se maintenir au pouvoir à travers une constitution nouvelle qui vient d'être adoptée. Je ne le vois pas. Mais le pouvoir, quand tu le tiens? Nous avons quelques années pour voir comment le président Ouattara va décider. Autre sujet important, c'est le retrait de plusieurs pays du protocole de la Cour pénale internationale. En tout cas, jusque-là, il y a la Gambie qui a formellement envoyé une demande de retrait. Il y a également l'Afrique du Sud qui a envoyé une demande de retrait. Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Je crois que l'Afrique, de manière générale, n'est pas encore outillée comme il se doit en matière de règlement des grandes violations des droits de l'homme qui peuvent se produire sur le continent. On n'a pas encore de véritable instrument rodé qui puisse aborder ces questions de tragédie à grande dimension. Il y a aujourd'hui la CPI. Je crois que l'on ne peut pas ignorer la contribution de la CPI dans ce type de règlement-là. Si les Africains, je dirais plutôt si les chefs d'État africains ne sont pas satisfaits de la manière dont cette Cour fonctionne, eh bien, la première chose que nous devons faire, c'est de redevenir nous-mêmes crédibles en mettant en place des juridictions capables d'aborder ces questions-là. Une Cour pénale africaine? Il ne faut pas oublier que la CPI, en principe, n'intervient que lorsque les pays sont incapables, soit parce qu'ils n'ont pas les capacités juridictionnelles, soit parce qu'ils n'ont pas la volonté politique de traiter ces sujets. Donc, il faut souligner que la CPI, c'est vrai, la majorité des affaires qui sont traitées concernent aujourd'hui l'Afrique. Mais c'est d'ailleurs ça qui occasionne les retraits. Mais personne ne dit que les sujets qui sont traités ne sont pas des sujets avérés. Les sujets traités par la CPI sont des sujets avérés. D'accord? Mais si nous ne souhaitons pas que ces choses soient traitées ailleurs que sur le continent, mettons en place ce qu'il faut pour protéger les citoyens, parce que c'est aussi de cela qu'il s'agit. L'interrogation pour beaucoup, c'est aussi qu'il y a des sujets tout aussi atroces sur d'autres terrains dans le monde auxquels la CPI ne semble pas vraiment s'intéresser. Oui, et tout cela, ce sont des faits. Mais pour ce qui concerne nous, Africains, nous avons besoin que des juridictions puissent se pencher sur des victimes qui ont été, sur des gens qui ont été victimes d'un certain nombre de comportements de responsables dans les pays. Et donc, soit l'Afrique se dote de ces instruments,
On a eu par exemple le tribunal spécial au Sénégal qui a jugé Hissène Habré. Ça s'est fait ponctuellement. L'Afrique peut pas non sans peine. Soit, mais ça s'est fait. Donc, il y a cette expérience-là sur laquelle on peut partir. Il y a la Cour des droits de l'homme de l'Afrique qui ne fonctionne pas véritablement. Et il faut que les Africains mettent en place leurs institutions, que ces institutions soient crédibles et que, eh bien, s'ils ne veulent plus être à la CPI en ce moment-là, les choses sont traitées, personne n'en voudra aux Africains. Mais s'il n'y a aucune structure juridictionnelle qui puisse traiter ces cas de violation massive des droits de l'homme et que par le même temps on déplore ce que fait la CPI, je pense que là, il y a une situation qui n'est pas confortable pour nous, Africains. Mais est-ce que le retrait, c'est ça la solution? Ou il faut faire des propositions d'amélioration à la CPI? Soit on est à la CPI et on se bat pour que les choses changent à la CPI, soit si on ne veut pas être soumis à ces contraintes de la CPI, ben on crée chez soi quelque chose de crédible. Je crois que c'est la solution la plus simple, que l'Afrique mette en place les structures qui peuvent être en mesure de prendre en charge les violations massives des droits de l'homme dans le respect des normes internationales. Et en ce moment-là, personne n'aura à redire. Mais si nous assistons à une certaine impunité, mais que nous nous retirons de la CPI en ce moment-là, les droits des victimes seront piétinés et ça ne peut pas être acceptable non plus. Maintenant, une cour pénale africaine, est-ce que ça vous semble l'option, l'alternative? Si les chefs d'État ne veulent pas de la CPI, alors qu'ils mettent en place quelque chose de crédible en Afrique. S'ils ne veulent ni l'un ni l'autre, là, il y a problème. Parce qu'il faut bien qu'une juridiction défende les intérêts des victimes. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Mais on ne peut pas rejeter les deux. Est-ce que vous croyez qu'il est quand même possible pour l'Afrique d'avoir sa propre juridiction? Regardez les justices nationales, avec la lenteur qui les caractérise toutes. Les procédures qui tardent à se mettre en place. Et quand ça se met en place, finalement, c'est en général à un simulacre qu'on assiste. Demander à ces pays-là de créer maintenant une cour continentale, c'est trop leur demander peut-être. Il y a aussi en Afrique de grands ensembles. Prenons la CEDEAO par exemple. Il y a aujourd'hui une cour de justice de la CEDEAO. Elle fonctionne très bien. On peut parfaitement imaginer que des sujets relevant de violations massives des droits de l'homme puissent être traités à la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi pas, pour ce qui concerne notre espace communautaire. Donc, parfois, vous savez, l'instrument communautaire peut être beaucoup plus efficace que les instruments de chacun de nos pays. Et ça, leur existence est une protection pour l'ensemble de la communauté. Donc, c'est encore une fois une question de volonté politique. Et les gens qui sortent, d'ailleurs, le Togo n'a pas signé le traité. Vous connaissez la situation du Togo par rapport au statut de Rome. D'accord. Donc, c'est surtout cela. Comment protéger les citoyens et quand c'est leur propre État qui les écrase ou des responsables de cet État qui commettent de graves violations, de massives violations des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question très, très importante pour les défenseurs des droits de l'homme, pour l'ensemble des citoyens africains. Et donc, il faut qu'une solution, il faut qu'il y ait quelque part une juridiction qui protège les plus faibles. Dernier sujet de cette émission, on va dire un mot sur les États-Unis. Le vote aura lieu ce mardi. Les résultats seront connus d'ailleurs ce même mardi. Ce sera entre Hillary Clinton et Donald Trump. Selon vous, qui a le plus de chances de l'emporter? Les sondages nous disent que l'écart entre les deux se resserre, mais Hillary aurait toujours une très courte avance. Je pense que les élections de cette année aux États-Unis n'ont jamais été aussi ouvertes. Surtout depuis ces dernières semaines où toutes les prévisions volent en éclats, où plus personne n'est capable de dire avec certitude ce qui va se passer. Il y a encore quelques jours, 3-4 jours si je ne m'abuse, mardi, nous serons tous fixés. Mais je pense que cette élection réserve quand même beaucoup de rebondissements et beaucoup de surprises. On a vu des choses inhabituelles dans une élection américaine. Mais l'issue, on sera fixé mardi. Vous ne voulez pas faire de pronostic? C'est ce que je disais, c'est extrêmement difficile. Les sondages que l'on fait sont très serrés, ça varie.
personne ne sait encore quels vont être les derniers rebondissements dans les heures qui viennent. C'est difficile de faire un pronostic dans cette élection-là. Mais beaucoup se disent, par exemple, que si Donald Trump devenait président, ce serait dangereux. Vous croyez à cela? En tout cas, il y a des propos qui ont été tenus par M. Trump qui ne sont pas de nature à rassurer. Et c'est vrai également que depuis quelque temps, ces propos sont moins présents dans ses discours. Est-ce que c'est une posture électorale? Est-ce que c'est sa pensée profonde sur la gestion des affaires du monde? C'est vrai que l'expérience de Mme Clinton n'est pas quelque chose de comparable à ce que nous voyons du côté de M. Trump. Mais bon, visiblement, si les sondages sont si au coude à coude, c'est que chacun a ses atouts dans cette campagne. Aux yeux du citoyen américain, en tout cas, chacun a ses atouts. C'est pour cela que les sondages sont si serrés. Et comme ce sont les citoyens américains qui votent, attendons qu'ils votent mardi et puis on verra tous quel président ils auront choisi pour leur pays. Moi, il y a quelque chose quand même qui me paraît assez drôle. C'est que les gens disent que Donald Trump tient des propos outranciers, qu'il ne sera pas très bon président. Mais c'est quand même bizarre qu'il ait passé le cap des primaires et qu'il soit peut-être à même de gagner. On se dit qu'il y a une bonne partie de l'Amérique qui pense comme lui. Je pense que le monde entier est en plein bouleversement. Et si vous prenez par exemple en France, ça fait très longtemps que vous voyez un président faire 2 mandats de suite. Parce que le contexte politique et économique est si difficile que l'insatisfaction de ceux qui ont voté pour un chef d'État et pour un président de la République s'exprime assez rapidement dans l'exercice de sa fonction. Et c'est pour cela que il y a un seul mandat puis s'en va, un seul mandat puis s'en va. Et ça ne concerne pas que la France. Nous voyons en Italie comment des organisations, je dirais, qui sortent du carcan politique, des organisations sociales qui arrivent à s'organiser, à prendre le pouvoir. On a vu les mouvements Nuit debout en France. Il y a dans le monde, de manière générale, un bouillonnement dans le cadre politique où nous sommes tous en train de chercher de nouvelles manières de conduire la chose publique, de nouvelles manières de chercher à faire avancer les débats politiques. Et c'est là où il faut tout le génie créateur pour redrainer les foules, afin d'éviter que les extrêmes puissent profiter de cette situation d'instabilité qui prévaut, où les gens se cherchent, ou cherchent de nouvelles voies, cherchent de nouvelles solutions. Et il faut avoir de la vision. Et c'est en ce moment que c'est important d'en avoir une et de travailler là-dessus pour agréger le maximum de citoyens autour d'une vision claire. Il faut que les hommes politiques sortent des schémas d'élection pour se cantonner, pour se fixer des objectifs à long terme pour le bien du pays. C'est ça qui fait l'homme d'État et celui qui est capable d'oublier les contingences électorales et puis travailler pour le vrai bonheur de ses concitoyens. Il y a une dernière question sur Facebook que j'ai réservée pour la femme. Et Evelyn Wilson qui dit « Monsieur Nathaniel Olympio, elle revient. Si aujourd'hui le chef de l'État vous propose un poste ministériel conformément à votre qualité, quelle sera votre position ?» Je ne connais pas cette dame, mais je pense qu'elle me connaît. Et c'est pour ça qu'elle pose la question pour me taquiner. Et c'est très bien que j'ai une vision qui est complètement différente de la manière dont la gouvernance est menée dans notre pays. Donc je ne suis pas aujourd'hui en mesure de travailler dans ces conditions-là et avec ce régime en place. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret. Tous ceux qui ont essayé d'apporter leur contribution en venant de l'extérieur du régime et en rentrant dans ce système-là, ils ont tous été broyés d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont rien changé de l'intérieur. Et donc, non, c'est l'ensemble du système qu'il faut changer. C'est le mode de gestion qu'il faut changer. C'est la conception même du pouvoir qu'il faut changer. C'est la manière dont les gens établissent une relation entre le pouvoir et les citoyens qu'il faut changer. Tout cela, on ne peut pas faire avec. Il faut un nouveau logiciel. Il faut un changement fondamental dans la conception de la relation entre responsables politiques
et citoyen togolais. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ça ne sert à rien d'apporter sa contribution à ce régime. Je crois qu'on a fait le tour des principaux sujets qui étaient au programme de cette émission. Nathaniel Olympio, votre mot de fin? C'est toujours l'exercice le plus... Je dirais simplement que le Parti des Togolais a à peine 2 ans d'existence. Et en 2 ans d'existence, nous avons posé un certain nombre d'actes qui ont porté le parti sur l'informatisme. Et aujourd'hui, les citoyens togolais attendent de voir quelle la suite nous voulons donner à ce mouvement que nous avons amorcé. Ce que nous pouvons dire, c'est que le parti est résolument engagé à aller jusqu'au bout de sa vision et à apporter sa contribution constructive à un mieux-être des citoyens togolais et à une alternance qui puisse se dérouler dans des environnements d'équité, de transparence d'une élection. Moi, je rêve d'un Togo où on puisse faire une élection qui donne entière satisfaction à tout le monde et que nos voisins puissent dire aussi un jour qu'au Togo, tiens, ils ont fait une élection et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça l'ambition que j'ai pour le Togo, c'est ça l'ambition que j'ai pour mes concitoyens et je suis sûr que le Togolais, c'est ce qu'il attend. Et si nous sommes en harmonie, travaillons ensemble pour que des choses arrivent, pour que notre rêve devienne réalité. Merci beaucoup Nathaniel Olympio, merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. Merci. Vous êtes le président par intérim du Parti des Togolais, nous vous remercions. Merci à vous également qui avez suivi un œil sur l'actualité. Je continue par faire l'émission avec vous sur Facebook. Envoyez-moi juste vos messages ou vos commentaires sur Samuel Niaoui, sur Facebook, comme c'était écrit au début de l'émission. Ou vous allez sur YouTube, sur la page Un œil sur l'actualité. Vous verrez toutes les anciennes émissions. D'ailleurs, celle-ci sera disponible en ligne à partir de lundi déjà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à l'international sur le www.lcftogo.com. Nous sommes en direct sur ce site. Je vous retrouve le dimanche prochain.